Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer cette session. Je vous remercie tous d'être présents. Donc, je vais me présenter. Je suis Isabelle Boutron, je suis donc la directrice de Cochrane France. Je suis professeure d'épidémiologie à l'université Paris-Cité et je suis aussi co-responsable du groupe Biais au sein de la collaboration Cochrane. Et donc, je fais faire ce webinaire avec Hilary Bonnet. Hilary, vous pouvez vous présenter? Bonsoir tout le monde, je m'appelle Hilary Bonnet, je travaille chez Cochrane France comme épidémiologiste et pendant quelques années, j'ai travaillé le plupart du temps sur le COVID-NMA, COVID Network Meta-Analysis. Mais avant, je travaillais comme pharmacienne aux États-Unis. Voilà, c'est moi. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons prévu une série de webinaires dédiés à l'évaluation du risque dans les revues systématiques et les méta-analyses, et en particulier l'évaluation du risque en utilisant l'outil qui a été développé par la collaboration Cochrane, qui est la Risk of Bias Tool, et la numéro 2, parce qu'il y en avait une première qui avait été publiée en 2008. Donc, diapositive suivante. Donc, ce que nous allons aborder, c'est le contexte général pour vous expliquer bien dans quel contexte on se place, pourquoi et comment prendre en compte le risque de biais des études incluses dans les méta-analyses, comment est-ce qu'on évalue la qualité, et puis ensuite, on va vous présenter l'outil de la collaboration Cochrane. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux. Il y a 5 domaines dans l'outil de la collaboration Cochrane. Et aujourd'hui, on va travailler sur le domaine 1 et le domaine 2. Et ensuite, on aura du temps pour les discussions. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat et on essaiera de synthétiser, soit moi, soit Hilary, en fonction de celle qui présente, les questions qui ont été posées. Et à la fin du webinaire, vous aurez du temps pour poser des questions. Diapositive suivante. Le contexte général, parce qu'on peut avoir plein de situations dans les revues systématiques et les méta-analyses. Donc là, on est dans le cadre d'une revue systématique avec méta-analyse qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité, l'impact d'une intervention en termes d'efficacité et de tolérance, et où on a décidé de n'inclure que des essais contrôlés randomisés. Donc, on ne va pas du tout aborder les spécificités des études non randomisées ou les autres types de méta-analyses qui vont s'intéresser, par exemple, à l'évaluation d'interventions diagnostiques ou pronostiques. L'autre chose, c'est lorsqu'on fait une revue systématique et une méta-analyse, il faut savoir dans quel cadre on se situe en termes de questions de recherche. À laquelle question on veut répondre. Et en général, il y a 2 grands types de questions. On veut savoir l'effet de l'intention de traiter, c'est-à-dire que quel va être l'effet si on dit, ben voilà, on va traiter les patients par cette intervention, et quel va être l'effet mesuré dans un essai randomisé et l'effet moyen mesuré dans une revue systématique. Ou alors, on peut être dans le cadre d'une question qui est plus ce qu'on appelle per protocole. Quel est l'effet si les patients ont actuellement et effectivement pris le traitement? Les méthodes qui sont utilisées pour évaluer correctement l'effet per protocole sont des méthodes complexes de causalité, donc on ne va pas du tout aborder ici. Donc ici, on est dans le cadre d'essais randomisés qui veulent évaluer l'effet de l'intention de traiter, qui est l'objectif de la plupart des essais randomisés. C'est comme ça que la plupart des essais randomisés sont actuellement planifiés. Diapositive suivante. Donc, pourquoi on veut évaluer le risque de biais? Bien évidemment, quand on fait une revue systématique et une méta-analyse, même si on utilise une méthode parfaite, qu'on a fait un super beau protocole, qu'on a suivi la méthodologie de manière extrêmement rigoureuse, le résultat et la confiance qu'on aura dans nos résultats va dépendre de la qualité des données qu'on va avoir à mettre dans notre méta-analyse. Et donc, la qualité méthodologique et la confiance qu'on a dans les études, ce qu'on appelle les études primaires, dans les essais cliniques qu'on va identifier et qu'on va inclure dans notre méta-analyse, va avoir un impact sur la confiance qu'on va avoir dans les résultats. Et on peut se trouver avec une méta-analyse avec, par exemple, 10 essais différents,
avec des essais dans lesquels on va avoir énormément confiance et d'autres, au contraire, vont être mal planifiés, sont des petits essais. Il y a plein de raisons qui font qu'on va avoir moins confiance dans le résultat de ces essais et on ne va pas forcément avoir envie de simplement les pouler de la même manière et leur donner un poids identique. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'évaluer la qualité des études qu'on va inclure dans la revue systématique et dans la méta-analyse. Diapositive suivante. Donc là, je vais vous demander à tous de réfléchir qu'est-ce que vous regarderiez, c'est quoi les items que vous voudriez voir si vous évaluez la qualité méthodologique des études que vous allez inclure dans un essai. Donc, je propose que vous utilisiez le chat et que vous mettiez chacun quelques items. On vous donne 5 minutes pour écrire les items qui vous semblent vraiment importants ou que vous utiliseriez pour finalement évaluer la confiance que vous avez dans une étude que vous allez inclure dans une revue systématique et une méta-analyse. Alors, soyez assez précis. Quand vous écrivez la méthodologie, c'est très vaste. Soyez assez précis sur des critères vraiment précis que vous regarderiez. Vous pouvez mettre plusieurs critères, hein. Très bien, mais je vous remercie. Donc, ça a été extrêmement riche. Je ne vais pas pouvoir partager le chat, mais je propose que vous regardiez tous le chat. Donc, on a des critères extrêmement variés. On va avoir des critères qui sont liés, enfin, en tous les cas, ceux que j'ai notés, hein, je ne les ai pas forcément tous notés. Donc, il y a des critères qui sont liés à la randomisation, à l'aveugle, à l'analyse en intention de traiter, à la présence de données manquantes. Des critères qui sont mis en avant qui sont liés à la population. Est-ce que c'est population homogène, hétérogène? Au calcul du nombre de patients. Comment est-ce qu'on a calculé le nombre de patients à inclure dans l'étude? À la durée de l'étude, à la multiplicité des tests, à la pertinence du critère de jugement, à la mesure du critère de jugement, aux caractéristiques des patients comme l'âge, le sexe. Et donc, on voit bien ici que vous avez des critères qui finalement sont très variés et mesurent conceptuellement des choses très différentes. Par exemple, quand on s'intéresse à l'homogénéité de la population, aux caractéristiques de la population, là, on n'est plus sur des critères qu'on appelle en général la validité externe. C'est finalement, c'est quoi, à quel contexte, dans quel contexte a été faite mon étude.
Quand on liste des items qui sont plutôt liés à la taille de l'échantillon, là, on est plutôt sur des items un peu statistiques. D'autres critères qui sont sur la pertinence du critère de jugement, là aussi, ça va être des critères un peu de validité externe. Est-ce que finalement, on mesure les choses qui sont intéressantes? Et donc, on voit bien qu'on a des concepts très différents. Diapositive suivante. Je pense qu'on va. Et une étude qui est très ancienne, mais qui a bien montré cette problématique. C'était une étude qui a été publiée par David Moer, qui est le père du consort statement, qui s'était amusé à l'époque à identifier toutes les échelles de qualité qui existaient. Et il avait retrouvé à l'époque 25 échelles, donc c'était en 95. Maintenant, on estime qu'il y a plus de 100 instruments de mesure de la qualité qui ont été développés. Et ce qu'il a montré, c'est qu'on avait différents types d'échelles, des échelles qui avaient soit un score global, soit des listes d'items. Vous avez des items, mais vous n'aviez pas un score. Et puis, il a surtout montré qu'il y avait une énorme hétérogénéité des concepts qui étaient présents dans ces échelles. Diapositive suivante. Et donc, il y avait certains items qui s'intéressaient à la précision des résultats, donc là, c'est la taille de l'échantillon, à l'applicabilité des résultats, d'autres qui avaient des considérations éthiques, d'autres la transparence de la publication, d'autres la validité interne, la validité externe, les analyses statistiques, etc. Et toutes ces échelles, à l'époque, étaient utilisées de manière indifférente par les différents chercheurs, et en particulier au sein de la Cochrane, jusqu'en 99, où Peter Juni s'est amusé à faire une méta-analyse, et il a refait cette méta-analyse 25 fois, en utilisant les 25 différentes échelles de qualité qui avaient été identifiées par David Moer. Et ce qu'il a trouvé, c'est que finalement, en fonction de l'échelle, donc chaque échelle de qualité classait les études de bonne qualité et les études de mauvaise qualité. Donc, avec l'échelle numéro 1, on trouvait que si on prenait que les études de bonne qualité, il y avait une sous-estimation de l'effet de traitement. Enfin, les études de mauvaise qualité, avaient une surestimation de l'effet de traitement par rapport aux études de mauvaise qualité. Mais avec l'échelle numéro 12, on trouvait qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Et puis, avec l'échelle numéro 25, on trouvait l'inverse. Et donc, du coup, la conclusion du travail de Peter Juni à l'époque, ça a été de dire, mais c'est n'importe quoi ces échelles. Premièrement, David Moer a montré que ces échelles avaient été développées sur un coin de table où 3 méthodologistes sont mis ensemble et se sont dit, voilà, c'est quoi les items importants? Allez hop, on va prendre ça comme échelle de qualité. Elles n'avaient jamais été validées, elles reposaient sur pas grand-chose et qu'il fallait qu'on remette tout à plat et qu'on se repose la question, mais qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et donc, en remettant tout à plat, la Cochrane a décidé que finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les biais. On veut savoir si l'effet de traitement qui est estimé dans ces essais cliniques est l'effet de traitement vrai ou s'il y a une surestimation ou une sous-estimation de l'effet de traitement. Et que tous les problèmes de validité externe, de population, de précision, c'était des problèmes annexes et que ce n'était pas ça ce qu'on voulait mesurer. Et donc, du coup, on a décidé de s'intéresser à développer une échelle ou un outil qui allait mesurer le risque de biais. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que le biais? Le biais, le principe, en tous les cas, la manière dont on l'entend, c'est qu'on a une erreur systématique dans l'estimation de notre effet de traitement. Et donc, de manière systématique, on va voir soit une surestimation par rapport à la réalité, soit une sous-estimation de l'effet de traitement. Donc, par exemple, c'est représenté souvent par une cible qui permet de distinguer les deux concepts qui sont biais et précision. Quand on est précis, on va avoir finalement un intervalle de confiance qui va être étroit. On va avoir une estimation assez précise et donc un intervalle de confiance qui va être étroit. Quand on est imprécis, on a souvent un petit échantillon, peu d'événements et on va avoir un intervalle de confiance large. Mais ça, c'est complètement différent du biais. Et donc, ici, on vous représente finalement des situations qui peuvent arriver dans une revue systématique. Donc ici, on a une situation où on a une étude qui permet une estimation de l'effet de traitement qui n'est pas biaisée et qui est précise. D'accord? On voit
Si la réalité, c'est le centre de la cible, l'effet traitement vrai, c'est le centre de la cible, nos points sont bien disséminés autour du centre de la cible, et en plus, il y a peu de variabilité. Deuxième situation, où là, on est précis, c'est-à-dire que ça peut être une très grosse étude avec un très gros échantillon, mais en revanche, on a un biais, c'est-à-dire que de manière systématique, on s'écarte de la vraie valeur, de la valeur vraie de l'effet traitement. Troisième situation, où on n'a pas de biais, c'est-à-dire notre étude est bien menée, on n'a pas de déviation systématique par rapport à l'effet traitement vrai, mais par contre, c'est probablement un petit essai, parce qu'on a une grosse variabilité, mais on voit bien que, donc on a une grosse variabilité, parce qu'on n'est pas tous centrés au niveau de la cible, mais on voit bien que globalement, l'effet traitement moyen va être proche de la cible. Et puis enfin, on peut avoir une étude imprécise et biaisée. Et donc nous, ce qui va vraiment nous intéresser dans la Risk of Bias Tool, c'est le risque de biais. Diapositive suivante. Et donc le biais, c'est vraiment une erreur ou un écart systématique par rapport à l'effet traitement réel, l'effet traitement vrai. Et le biais va pouvoir entraîner une surestimation de l'effet traitement ou au contraire une sous-estimation de l'effet traitement. Par exemple, si on est dans une étude où il n'y a pas d'aveugle et que le médecin, il sait que il y a un groupe de patients qui va avoir le traitement actif et l'autre groupe de patients qui va avoir pas de traitement, par exemple, ou un placebo, il va être peut-être déçu pour le patient du bras contrôle et il aura peut-être envie de donner plus de co-intervention dans le bras contrôle. Ces co-interventions vont peut-être avoir un effet sur le critère de jugement et ça va sous-estimer l'effet traitement. D'accord ? En revanche, si on a l'évaluateur qui n'est pas aveugle dans notre essai, il peut avoir des biais cognitifs qui font que quand il voit un patient qui a été traité par le traitement actif, il va surestimer l'effet du traitement. En revanche, l'imprécision, ce n'est pas une erreur systématique, mais c'est une erreur aléatoire. D'accord ? Et ça, l'imprécision est souvent liée à la taille de l'échantillon, ou alors, quand c'est des critères dichotomiques, ou au nombre d'événements qui surviennent dans l'échantillon. Et cette imprécision, en général, elle se reflète par votre intervalle de confiance. Quand on a un intervalle de confiance qui est serré autour de l'estimation de l'effet traitement, on a une faible imprécision. En revanche, on peut avoir une très grosse imprécision ici. Et donc, c'est un concept complètement différent qu'on ne devait pas évaluer dans notre Risk of Bias Tool. Diapositive suivante. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas mesurer le biais, parce qu'en pratique, on ne connaît pas l'effet traitement vrai. D'accord ? On a plusieurs expériences, on ne sait pas quel est l'effet traitement vrai. On a plusieurs expériences, chaque expérience, c'est un essai randomisé, mais on ne connaît pas la vérité. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est évaluer quel est le risque que dans cette étude donnée, on ait effectivement un biais ou pas. D'accord ? On n'est pas dans une situation comme ce qu'ils font, par exemple, quand ils font des simulations où ils disent l'effet traitement vrai, c'est ça, et je vais faire des simulations. Là, on ne connaît pas, on ne sait pas quel est le vrai effet du médicament qu'on teste dans les essais randomisés. Donc, on évalue non pas le biais, mais le risque de biais. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre outil et quels sont les items qu'on va mettre dans notre outil pour justement évaluer ce risque de biais ? On va s'appuyer sur des preuves empiriques, des travaux méthodologiques qui ont démontré que certaines caractéristiques d'études vont être associées à une surestimation ou une sous-estimation de l'effet traitement par rapport aux études qui ne vont pas répondre à ces caractéristiques. Diapositive suivante. Alors, je vois dans le chat qu'il y a des questions sur l'effet réel du traitement. En fait, l'effet réel du traitement, c'est si on était dans la possibilité… Voilà, vous restez là. Je suis en train de voir dans le chat qu'il y a des questions sur plusieurs personnes qui posent la question. Je ne comprends pas conceptuellement ce que veut dire l'effet de traitement vrai. Et donc, il y a plusieurs questions à ce sujet.
L'effet vrai du traitement, c'est si on était dans une situation où vraiment on pouvait faire une expérimentation, comme peut-être en physique ou en maths, où on est capable d'éviter toutes les erreurs, de savoir quel est vraiment ce traitement. Il permet de diminuer en combien de, par exemple, si on s'intéresse à la douleur, bah, quel est l'effet sur la douleur exact de ce traitement. D'accord? Ça, ce serait l'effet théoriquement vrai de ce traitement. Or, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs essais randomisés qui vont chaque fois nous donner une estimation possible d'un effet du traitement. Et la question, c'est est-ce que cette estimation, il y a des risques qu'elle soit biaisée ou pas, parce qu'on ne sait pas quel est l'effet exact de ce traitement. Alors là, c'est juste pour que vous sachiez, mais vous n'avez pas du tout, c'est compliqué, mais que vous ayez une petite notion des travaux méthodologiques qui sont utilisés justement pour déterminer quels sont ces critères, ces facteurs qu'il faut évaluer, qui sont souvent associés à une estimation un petit peu surestimée ou sous-estimée de l'effet de traitement. C'est ce qu'on appelle les études métaépidémiologiques. Donc en pratique, je ne vais pas aller dans les détails et si vous ne comprenez pas très bien, ce n'est pas bien grave. En pratique, on va prendre plein de méta-analyses. On va prendre toute une série de méta-analyses. Et pour chaque méta-analyse, on va faire des analyses en sous-groupes. Par exemple, on s'intéresse à l'aveugle. Et donc, pour chaque méta-analyse, par exemple, on prend la méta-analyse 1, ici, que vous voyez ici. On va prendre ceux qui, ou alors on s'intéresse plutôt à la randomisation, ceux qui ont fait une randomisation adéquate et ceux qui ont fait une randomisation inadéquate. Et on va estimer dans notre méta-analyse l'effet de traitement moyen de toutes les études qui ont bien fait la randomisation et de toutes les études qui ont mal fait la randomisation. Donc, on fait des analyses en sous-groupe, mais sur le critère randomisation bien faite, randomisation mal faite. Et on va comparer ces deux effets de traitement en faisant un ratio. D'accord? Et on va faire ça pour plein de méta-analyses. Et ensuite, on va donc on calcule des ratios d'odd ratio. Donc, le ratio l'odd ratio des études qui n'avaient pas d'aveugle divisé par l'odd ratio des études qui avaient un aveugle. Et on va regarder s'il y a une surestimation ou pas dans ces analyses en sous-groupe de l'effet de traitement. Et c'est ça, ces critères qu'on garde à la fin dans notre risk of bias tool. Donc, vous voyez, ça s'appuie systématiquement sur des données. Ce n'est pas sorti du chapeau de 3 chercheurs autour d'une table. Diapositive suivante. Donc, voilà les critères. Et c'est les critères qu'on va aborder au cours de ces différents séminaires. Il y a un premier critère qui s'intéresse à la méthode de randomisation. Est-ce que la randomisation a été bien faite? Donc là, on l'a laissé en anglais parce que finalement, quand vous utiliserez la Risk of Bias Tool en pratique, elle sera en anglais. Donc je pense que c'est presque plus facile pour vous que vous voyez les terminologies en anglais et que moi, je vous les explique en français parce que c'est ces terminologies-là qui sont utilisées dans la Risk of Bias Tool. Donc, il y a des biais qui viennent qui sont liés au processus de randomisation. Des biais qui sont liés à des déviations par rapport à l'intervention qu'on aurait dû avoir, des biais qui sont liés aux données manquantes et des biais qui sont liés à la mesure et l'analyse du critère de jugement, qui sont liés en particulier à ce qu'on appelle un selective reporting. Des biais qui sont liés à la mesure du critère de jugement au moment où on évalue le critère de jugement, et des biais qui sont liés à la manière dont on va rapporter les résultats de nos analyses, qui sont les biais de selective reporting. D'accord? Donc, 5 domaines dans la Risk of Bias Tool. Diapositive suivante. Et bon, je vais continuer maintenant. Bonsoir tout le monde. Maintenant, je vais parler un peu plus sur l'outil qu'on peut utiliser pour évaluer le risque de biais dans les études randomisées, comme professeur Boutron nous a dit tout à l'heure. Donc, il y a certains principes qui sont utilisés dans l'outil. Et ici, on a les 5 domaines. Bien sûr, dans les diapos, on aura de temps en temps les explications ou les phrases en anglais. Mais bien sûr, la parole et l'explication va être bien en français. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ce qu'il faut noter avec les différents domaines de BA, c'est que c'est que le premier qui est évalué au niveau de l'étude. Donc, tous les autres, c'est-à-dire domaines 2 à 5, sont évalués au niveau des critères de jugement. Et on peut avoir un jugement qui est différent selon le critère de jugement. Et on parlera un peu plus de ça aussi. Voilà, et dans l'utile, on a des questions qui sont spécifiques, qui sont appelées les questions de signalisation, qui vont faciliter le jugement. Et on peut reprendre ces questions avec un yes, probably yes, no, probably no, or no information, parce que des fois, on n'a pas assez d'informations à faire un choix. Et ces différentes questions vont nous aider à faire un jugement. On peut avoir un faible risque de biais pour un certain domaine, quelques préoccupations, ou on peut avoir un risque de biais qui est élevé. Et pour arriver à ce jugement, chaque domaine a un algorithme qui nous aide à arriver à le jugement. Donc, on peut commencer avec une question de signalisation et selon la réponse, on aura soit des autres questions qui suivent, soit on arrive à un certain jugement. Et voilà, on parlera un peu plus de ça avec chaque domaine. Et il y a certaines recommandations pour l'évaluation d'un essai avec l'utile ROB2. Donc, en général, c'est bien si les utilisateurs sont spécifiquement formés. Et je pense que vers la fin de cette présentation, je vais vous donner un ligne où vous pouvez accéder des guides et plus d'informations sur comment utiliser l'utile. Et en plus, on donne un diplôme universitaire et je vais vous donner plus d'informations sur ce cours plus tard. Il vaut mieux aussi avoir deux reviewers qui évaluent d'une façon indépendante avec consensus en cas de discordance. Et il y a certaines décisions qui doivent être faites préalablement. Donc, j'ai quelques exemples ici. Donc, la classification des critères de jugement comme subjectif ou objectif. Ça, c'est plus important pour, par exemple, le quatrième domaine où on regarde les biais liés aux critères de jugement et comment ils sont mesurés. Le succès de l'aveugle, comment on considère que c'était un succès. Et souvent, il faut dire à partir de quel pourcentage, par exemple, on considère que les données manquantes sont importantes. Donc, c'est quelque chose à définir avant de commencer à utiliser l'outil pour bien sûr éviter les biais ou les choix qui sont faits au hasard au moment de faire l'analyse. Bien sûr, il peut y avoir les autres décisions qui sont importantes à faire avant de commencer et je pense qu'on va vous donner les exemples lorsqu'on parle de chaque domaine. OK, donc domaine 1, bias arising from the randomization process, les biais liés à le processus de randomisation. Et lorsqu'on parle de ce domaine, on parle de trois principes. On veut que les séquences d'attribution soient aléatoires et on veut que l'assignation soit secrète. Et aussi, ce troisième ici, l'équilibre des caractéristiques du groupe. On cherche, souvent c'est le fameux table 1 où on a toutes les variables de base et on veut voir s'il y a un équilibre entre les bras dans l'étude. Et c'est pour voir si il y avait peut-être un problème avec le processus de randomisation. Donc, en principe, si une randomisation est bien faite, on aura idéalement deux groupes qui sont pareils, sauf pour le traitement qui est donné. Donc, je pense que je vois qu'il y a une question. Succès de l'aveugle signifie single aveugle ou double aveugle. Donc, en effet, on va parler un petit peu plus sur cette question-là. Donc, je pense soit le prochain diapo ou le diapo après, mais très bientôt, on va parler de ce qu'on veut dire par rapport au succès d'aveuglement. Okay? Et ça va dépendre de la question et le domaine. Donc, merci pour la question. OK, on continue.
Donc, un peu plus d'informations sur la séquence d'attribution aléatoire. Donc, en général, on dit que l'attribution est aléatoire si on utilise une randomisation qui a été informatisée. Donc, si c'est quelque chose qui est basé sur l'Internet ou il faut utiliser l'ordinateur. Aussi, si on utilise les tables de randomisation, souvent les tables de randomisation aléatoires qui peut être générées en utilisant Excel, ou si on utilise un type de randomisation qui s'appelle la minimisation. Et souvent, on utilise ce type de randomisation lorsqu'on a des petits échantillons pour essayer d'avoir les bras qui sont bien équilibrés selon certains critères importants ou certains critères clés. Donc, si on a la minimisation, on considère que l'attribution était aléatoire. Mais on dit que l'attribution n'était pas aléatoire si on a une randomisation alternée. Par exemple, le premier participant est mis dans le groupe traitement A, le deuxième traitement B, le troisième traitement A, le quatrième traitement B, etc. C'est alterné et pas aléatoire. On dit aussi non si c'est une randomisation en fonction de la date de naissance, date d'admission ou le numéro de dossier. Et bien sûr, de temps en temps, on n'a pas assez d'informations pour savoir. On n'a pas vraiment de description. Les auteurs écrivent juste que les participants étaient randomisés et on n'a pas plus. Donc, dans ce cas, on dit qu'on n'a pas d'informations pour savoir si l'attribution a été aléatoire. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez avoir les diapos à la fin du webinaire. Je pense que la présentation ce soir va être téléchargée et mise sur le site web Cochrane France. Je vais vérifier, mais bien sûr, vous aurez accès après la présentation ce soir. C'est une très bonne question. Voilà, on continue. Donc maintenant, on parle de l'assignation secret. On dit que c'était bien secret si la randomisation était centralisée. Et on a quelques exemples ici. C'était par téléphone, c'était basé sur l'Internet, etc. On dit oui aussi si les enveloppes opaques, scellées, numérotées de façon séquentielle étaient utilisées. Et si les containers contiennent le médicament numéroté de façon séquentielle et de parence identique. Donc, on veut que l'assignation soit secrète parce qu'on a ce petit dessin animé un peu rigolo en bas ici, mais on voit que le chercheur, il regarde à travers l'enveloppe pour voir le prochain allocation, le prochain bras que le patient va être randomisé. Donc, ça peut être problématique parce que le chercheur peut décider, peut-être il n'aime pas traitement B, par exemple, et il peut décider de ne pas demander à ce patient qui est autrement candidat pour l'étude d'entrer dans l'étude. Donc, c'est pour ça qu'on veut que l'assignation soit secrète. Donc, on dit oui avec ces exemples qui sont écrits là, la randomisation centralisée, etc. Mais on dit non si, par exemple, le chercheur, il ou elle a accès à la liste de randomisation ou, par exemple, si on a des enveloppes qui ne sont pas scellées, pas opaques ou pas numérotées de façon séquentielle. Donc, si les chercheurs utilisent les enveloppes, il faut un peu plus d'informations sur quel type d'enveloppe. Voilà, je pense qu'il y a une autre question. Peut-être un petit mot là-dessus, j'en profite pendant que tu regardes les questions. Peut-être un petit mot, ce qui est vrai, le concept de l'assignation secrète, c'est vraiment un concept essentiel qui est souvent négligé ou les gens ont du mal à comprendre. Premier point, c'est pas la même chose que l'aveugle. Vous voyez, l'aveugle du médecin, du patient, des fois, c'est pas possible quand on fait de la chirurgie versus un traitement médical. On ne pourra pas avoir d'aveugle du médecin, on ne pourra pas avoir d'aveugle du chirurgien et on ne pourra pas avoir d'aveugle du patient. Alors que l'assignation secrète, c'est toujours possible. On peut toujours le mettre en place. C'est en amont, c'est avant qu'on inclue les patients dans l'étude.
Et la petite histoire qui est dessinée ici, c'était un essai randomisé qui voulait évaluer une intervention chirurgicale. Donc, c'était à l'époque où on commençait à faire des appendicectomies, ou à enlever l'appendicite sous vidéoscopie. Et on voulait comparer l'appendicectomie classique à l'appendicectomie sous vidéoscopie. Et ce qui se passait, c'est donc ces patients arrivaient aux urgences et ils étaient randomisés aux urgences par des enveloppes. Et c'était l'interne, ou le jeune chef de clinique, qui était chargé de faire la randomisation. Quand c'était par vidéoscopie, le jeune chef de clinique ne pouvait pas faire l'intervention parce qu'il n'était pas formé et donc il devait appeler le senior du service, donc le professeur ou le maître de conférence du service, qui lui devait se déplacer pour faire l'intervention. Et ce qui se passait, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est que quand les patients arrivaient la nuit, eh ben le jeune chef de clinique avait pas envie de réveiller son senior parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler. Et donc, du coup, il prenait l'enveloppe, il regardait sous la lumière, il se disait: «Oh bah là, c'est par voie basse, j'ouvre l'enveloppe et je vais pouvoir le faire. Enfin, c'est par voie classique, j'ouvre l'enveloppe, je vais pouvoir faire l'intervention. Oh là, c'est par cœlioscopie, je la mets de côté, je la garde pour demain matin». Et le prochain patient qui arrive le lendemain matin, il aura la cœlioscopie. Ce qui fait qu'il a détruit la randomisation et donc on avait plus de patients qui arrivaient la nuit, qui étaient traités par voie classique et plus de patients qui arrivaient le jour, qui étaient traités par cœlioscopie. Et donc du coup, par vidéoscopie. Et donc du coup, on sait que les patients qui arrivent la nuit, ils sont plus graves. S'ils arrivent aux urgences en plein milieu de la nuit, c'est que probablement leur statut est plus avancé. Et donc on avait 2 groupes au début de l'étude qui n'étaient pas comparables. Donc vraiment, c'est un point, je veux dire, avoir accès à la liste de randomisation, c'est essentiel. Une autre étude qui avait été faite par Kenneth Schultz, il avait interrogé de manière complètement anonyme des investigateurs pour savoir s'ils avaient essayé d'avoir accès à la liste de randomisation. Et plusieurs lui avaient dit que oui, parce qu'ils sont attachés à leurs patients, ils ont des croyances, ils peuvent croire que pour ce patient donné, c'est mieux d'être dans le bras chirurgie que dans le bras contrôle. Et où il tient à son patient, il le suit depuis des années, il a envie qu'il ait le nouveau traitement anticancéreux et pas le traitement classique parce qu'il croit que le nouveau traitement est mieux. Et donc, ils vont avoir tendance à essayer de jouer avec la liste de randomisation. Donc, la manière dont c'est protégé et le fait que ce soit totalement distinct, c'est essentiel. D'accord? Et donc, il y a beaucoup d'essais randomisés qui sont faits par un seul investigateur, sans aucun statisticien, sans aucune unité de recherche clinique, où visiblement c'est l'investigateur qui a la liste de randomisation. Là, on a un risque de biais qui potentiellement est élevé. Voilà, excuse-moi, Non, Hilary, merci. je pense que c'était C'est très intéressant. important de... Et oui, 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 c'est important d'insister sur l'importance de l'assignation secrète. Donc, merci beaucoup. Et on commence à avoir les questions intéressantes dans la discussion. Donc, je vais commencer. Le premier, choisir des blocs ABBA, par exemple, pour la randomisation. Ceci consiste en une randomisation alternée. Bon, non, en bref. Donc souvent, surtout si on a un échantillon qui est petit, on essaie d'utiliser les blocs de randomisation pour avoir les bras avec un nombre comparable entre les deux bras, par exemple. Mais en général, avec les petits blocs, l'ordre ABBA ou ABAB, par exemple, c'est aléatoire. Donc, dans ce cas, ça peut être toujours une randomisation aléatoire, mais il faut faire attention aussi avec ce type de randomisation parce qu'à la fin de chaque bloc, c'est possible de deviner la prochaine allocation, la prochaine assignation. Donc, il faut faire attention avec ce type de randomisation, surtout quand les blocs sont petits. Mais non, en bref, ce n'est pas une randomisation alternée. Donc, c'était une bonne question. Le prochain, mais comment se rendre compte qu'on ne connaît pas l'histoire de l'étude? Et c'est vrai que maintenant, on introduit les principes
et les idées, mais au moment de faire, bien sûr, au moment de faire une évaluation, vous aurez tous les documents qui sont liés à l'étude. Donc, le rapport, l'article qui a été publié. Des fois, on a aussi le protocole, un registre, par exemple. Donc, on aura un peu plus d'informations sur l'histoire de l'étude. Donc, c'est une bonne question, ça aussi. Et la dernière ici, la randomisation était alternée dans une étude crossover. Donc, non, parce que normalement, au début, les participants sont randomisés par leur traitement de début. Donc, ils sont randomisés à recevoir soit traitement A en première, et puis après un washed, ils reçoivent le deuxième traitement, ou ils sont randomisés à recevoir le traitement B en première, et puis après la période de washed, où il n'y a pas de traitement, il commence l'autre traitement. Donc, en général, la randomisation, une étude crossover, ça peut être quand même randomisé. Okay. Et professeur Bouton, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. C'est parfait, rien à ajouter, Okay. Je suis l'interprète. Je continue. OK, donc ici, on a quelques exemples où on va essayer à voir ce que vous en pensez, si l'allocation était aléatoire et si l'assignation était secrète. Donc, je vais vous lire. Pre-treatment examination revealed 45 eligible patients who presented with a severe but stable hemispheric syndrome, who were then randomized to either thrombolysis or control group, one after another, according to the order of admission. Donc, je pense qu'ici, on a assez d'informations. Vous pouvez lire un peu plus si vous voulez. Mais est-ce que vous pensez que l'allocation était aléatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez le dire ou écrire dans la discussion, c'est comme vous voulez. Non. Donc, on voit que la plupart d'entre vous pensent que ce n'était pas aléatoire et je suis d'accord. Donc, est-ce que vous pensez que l'assignation était secrète? Non, pas secret. Non plus. OK. Voilà. Et je suis d'accord. Ce n'était pas aléatoire parce que c'était une après l'autre, one after the other, et c'était selon le date d'admission ou l'heure d'admission. Donc, c'était possible de deviner dans quel groupe le prochain participant va être randomisé. Ouais. OK, je pense que c'est juste. On continue. On a un autre ici. Même question. We randomized participants using an independent telephone randomization system that included a minimization algorithm balancing for sex, age, education level, and Fagerson score for nicotine addiction. The system automatically generated intervention or control group texts according to the allocation. Researchers who gathered data and undertook laboratory analysis were masked to the treatment allocation. Donc, est-ce qu'on pense que l'allocation était aléatoire? Oui. OK, je suis d'accord. OK, donc la deuxième question, est-ce qu'on pense que l'assignation était secrète? Oui, OK, beaucoup de oui. Et voilà, je suis d'accord. Donc, ils ont utilisé un randomisation par téléphone qui est bien acceptable et ils ont utilisé un minimisation algorithme et on considère que ça, c'est bien aléatoire. Et en plus, c'est bien clair et bien écrit que les chercheurs étaient masqués de l'assignation. Donc, voilà, oui et oui. Je vais juste vérifier là. OK. Ah, pardon. On continue.
Donc, on disait tout à l'heure qu'on regarde pour voir s'il y avait un déséquilibre des caractéristiques des groupes. Donc, est-ce qu'il y avait un déséquilibre? Et on dit que non, il n'y avait pas de déséquilibre s'il n'y en a pas. Ou si les déséquilibres observés sont compatibles avec le hasard. Donc, par exemple, si on a une étude avec un échantillon qui est très petit, on peut avoir un déséquilibre qui n'est pas un indice d'un problème avec la randomisation. C'est normal lorsqu'on a un petit échantillon. Et en plus, si on a beaucoup de variables qui sont mesurées de base, beaucoup de caractéristiques de base qui sont rapportées, c'est aussi normal d'avoir un déséquilibre ou un variable qui est différent entre les deux groupes et c'est juste lié au hasard. Mais par contre, on dit que oui, il y a un déséquilibre des caractéristiques de groupe si il y a des déséquilibres qui indiquent des problèmes avec le processus de randomisation. Et ici, on a quelques exemples. Donc, des différences substantielles entre les tailles, un excès substantiel de différences statistiquement significatives et un déséquilibre dans un ou plusieurs facteurs pronostiques clés qui peut entraîner un biais dans l'estimation de l'effet de l'intervention. Ou par contre, si on a une similarité excessive des caractéristiques de base qui n'est pas compatible avec le hasard. Voilà, ça peut être aussi un indice qu'il y a un problème. Parce que surtout si on a un petit échantillon ou si on a beaucoup de variables qui sont mesurées au début, c'est normal d'avoir un petit peu de déséquilibre. Peut-être pour répondre à Oui. Guy à deux feux, sur le principe de la minimisation. Donc, la minimisation, habituellement, quand on fait une randomisation équilibrée, on a 50% de chances d'avoir A, 50% de chances d'avoir B. De temps en temps, on peut être amené à faire du minimisation quand on veut vraiment forcer la randomisation, par exemple quand on a un petit échantillon ou qu'on a des facteurs pronostiques très importants qu'on veut prendre en compte. Et dans ce cas-là, on écrit un algorithme où au début, la première personne qui va arriver, la probabilité d'avoir A ou B va être 50%. Et ensuite, en fonction des caractéristiques des patients dans chaque groupe déjà inclus, la probabilité va être un petit peu différente. Par exemple, si le premier patient dans le groupe A est une femme et que le patient suivant, c'est à nouveau une femme, la probabilité d'être dans le groupe A va pas être de 50%, va être un petit peu diminuée et il aura une probabilité plus forte d'être dans le groupe B pour bien équilibrer les groupes. Mais par chance, il pourra toujours être dans le groupe A. C'est simplement la probabilité qu'il aura d'être dans le groupe A qui va jouer. Donc, c'est un algorithme mathématique qui tient compte des caractéristiques des patients déjà randomisés dans chaque groupe. Je pense qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu, effectivement. Oui, je vais continuer, oui. Merci. Et ici, on a l'algorithme qui peut nous aider à réussir à faire notre jugement. Bien sûr, on commence avec la première question. Est-ce que la question était, est-ce que l'assignation était secrète? Est-ce que l'allocation était aléatoire? Et puis, on peut regarder les caractéristiques de base pour voir s'il y avait un problème. Et selon chaque réponse, on arrive à un jugement. Et oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les prochaines diapos. Donc, le deuxième domaine, bias due to deviations from intended interventions, donc les biais liés à des déviations des interventions prévues. Et dans ce domaine, on parlera de deux principes, le principe de l'aveugle et le principe de le type d'analyse qui était fait, donc l'intention de traiter ou le type d'analyse qui s'appelait selon le protocole. OK, déviation des interventions prévues. On a le protocole qui nous dit ce que devrait être fait. On a la personne qui va donner l'intervention et on a le participant. Et ces écarts peuvent consister de l'administration d'interventions supplémentaires
incompatibles avec le protocole, l'absence de mise en œuvre des interventions du protocole comme prévu ou la non-adhésion des participants à l'intervention qui leur a été attribuée. Donc, il y a 3 types de déviations. Et ici, on a des questions de signalisation qu'il s'agit de l'aveuglement. Ah, en effet, on a quelques questions avant de commencer. Je vais regarder. Pourquoi la première question est 1,2? Ah, ça c'est sur le premier domaine. Oui, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est juste, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi et je vais lire la question. Pourquoi la première question est 1,2 allocation séquence concis alors que dans le tableau, la première question est allocation randomisée. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça dans l'algorithme. Je pense que c'est juste la manière que c'était fait. Professeur Boutron, est-ce que vous connaissez s'il y a une raison derrière Je pense que c'est simplement une raison pratico-pratique Oui, où c'est oui. plus facile de faire l'algorithme dans ce sens. De toute manière, c'est un algorithme qui est implémenté dans un fichier Excel et Oui, donc vous pouvez simplement utiliser le fichier Excel. oui. Je propose de répondre en ligne, je répondrai dans le chat aux questions qui sont posées sur la Super. randomisation. Parfait, parfait. OK. Donc, ici, on a des questions qui sont dans le deuxième domaine, des questions de signalisation. Et comme on disait tout à l'heure, les questions de signalisation sont bien écrites en anglais. Donc, les premières 2 questions s'agissent des personnes qui sont aveugles. Donc, ils demandent des questions pour voir quelle personne était en aveugle. Donc, la première, were participants aware of their signed intervention during the trial? Le deuxième, were carers and people delivering the interventions aware of participants' assigned intervention during the trial? Et si les participants et les personnes qui donnaient le traitement n'étaient pas en aveugle, on a des autres questions auxquelles il faut répondre. Donc, were there deviations from the intended intervention that arose because of the experimental context? And were these deviations from intended interventions balanced between the groups? And were these deviations likely to have affected the outcome? OK, je vais continuer. Donc, la deuxième partie de ce domaine s'agit des types d'analyse. Donc, la première question, c'est que was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment intervention? Et je pense que dans la prochaine diapo, on parlera de le type d'analyse qui est approprié, et ça, c'est l'intention de traiter. Mais si ce type d'analyse n'était pas utilisé, on doit répondre à une autre question. Was there potential for a substantial impact on the result of the failure to analyze participants in the group to which they were randomized? Et voilà, on a des différents types d'analyses. Donc, si les auteurs ont inclus les participants qui étaient randomisés dans les groupes auxquels ils ont été assignés de manière aléatoire, indépendamment de leur adhésion aux critères d'inclusion, de traitement qu'ils ont effectivement reçus, de l'abandon ultérieur du traitement ou de l'écart par rapport au protocole, on dit que c'est une analyse intention de traiter et c'est une analyse appropriée. Si les auteurs n'incluent que les patients qui ont suivi le traitement initialement prévu, on dit que c'est une analyse selon le protocole et c'est une analyse inappropriée. Je vais continuer. Hop. Et si on a un exemple, c'est un exemple en utilisant un flowchart et on peut voir qu'on avait 200 participants qui étaient randomisés, sont dans le groupe expérimental, sont dans le groupe comparateur. Mais si on regarde le nombre qui était analysé, on voit qu'on manque 20 dans le groupe expérimental et 10 dans le groupe comparateur. Et on peut voir qu'ils étaient exclus et pas analysés parce qu'ils n'étaient pas traités ou ils n'ont pas suivi le protocole. Donc, dans cette situation, on dit que c'était une analyse par protocole et c'était une analyse qui n'était pas appropriée.
Pour le deuxième domaine, on a aussi cet algorithme qui nous aide à faire un jugement. C'est un peu plus complexe que le premier domaine. Voilà, on a des questions, la première partie qui s'agit de l'aveuglement. Et on peut demander des questions et selon la réponse, on arrive bien sûr au jugement. Le deuxième partie, il s'agit plutôt de le type d'analyse qui était fait, c'était intention de traiter ou selon le protocole. Et donc, on met les deux parties ensemble, les deux jugements ensemble pour avoir un jugement total de le deuxième domaine. Donc, si les deux domaines, les deux parties sont de faible risque de biais, bien sûr que le jugement global est faible risque de biais. Mais si on a au moins un qui a quelques préoccupations, alors on va avoir un jugement de quelques préoccupations pour le deuxième domaine. Et si on a au moins un parti qui est à haut risque de biais, alors le deuxième domaine va être jugé d'être à haut risque de biais. OK. Et ça, c'est juste quelque chose de pratique où vous pouvez accéder les documents sur l'outil risque de biais ROB 2. Ici, la première ligne là, ça c'est une guide où il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on pouvait vous présenter ce soir. Mais je vous recommande à lire ça si c'est quelque chose que vous voulez commencer à utiliser. Et en plus, il y a quelque chose qui est très pratique et c'est l'outil Excel de ROB 2 qui est ici en bas et je vais vous montrer juste très rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a l'outil Excel où il y a des endroits pour écrire toutes les informations importantes sur l'étude. Par exemple, on peut écrire quel critère de jugement on veut évaluer et aussi comme professeur Boutron disait tout à l'heure, on a des questions de signalisation. Et ici, vous pouvez voir que c'est dans le bon ordre. Ce n'est pas comme dans l'algorithme que nous avons vu tout à l'heure. Et vous pouvez répondre oui, probablement oui, non, probablement non. Ici, je pense que j'ai je ne dis pas, voilà. Selon ce que vous avez jugé, vous pouvez écrire les notes. Et après, toutes les réponses sont faites, l'algorithme va vous donner le résultat automatique. Mais bien sûr, vous pouvez toujours utiliser votre propre jugement. Et ici, ça c'est où vous pouvez choisir votre propre jugement. Et vous avez une place pour écrire une justification si vous voulez. Et au moment de sauvegarder, toutes ces informations sont mises dans un fichier Excel et c'est facile pour garder toutes les évaluations de risque de biais pour un revue systématique. Et aussi, ça aide à faciliter le consensus parce qu'on peut copier-coller les réponses d'un deuxième utilisateur et on peut voir facilement où il y a des différences. Voilà. Peut-être quelques réponses. Là, je vois des questions oui. dans le chat sur l'intention de traiter. Oui. Alors, ce qui est important, c'est pour l'intention de traiter, faut pas être non plus excessif, c'est-à-dire de temps en temps, il y a un patient qui, au lieu d'avoir le traitement A, va avoir le traitement B, ils vont mal l'analyser, mais il y a beaucoup de patients et donc la probabilité que ça ait vraiment un impact sur votre effet de traitement est faible. Ou alors, ils ont fait une analyse par exemple, s'ils font de l'analyse en intention de traiter modifiée, ben là, c'est pareil, l'intention de traiter modifiée, c'est pas bien. Mais ensuite, ça va dépendre de vos données. C'est-à-dire que si on est en aveugle et que vous avez le nombre de patients qui sont exclus, qui sont vraiment similaires des deux côtés et que on pense que finalement, probablement, les caractéristiques des patients sont à peu près similaires, ben on ne va pas forcément dire tout de suite que c'est un risque de biais élevé, ça peut être un risque modéré, voire on peut même décider que c'est un risque faible. Par exemple, si vous prenez les vaccins, la plupart du temps, dans les vaccins, ils font de l'intention de traiter modifiée. Ils vont n'inclure que les patients qui ont eu au moins la première dose. Mais comme c'est un essai randomisé vaccin versus placebo, voilà les raisons pour lesquelles les patients n'ont pas le vaccin, si elles sont équilibrées dans les deux groupes, s'il y en a autant dans les deux groupes,
Si les raisons qui font qu'ils n'ont pas eu le vaccin sont les mêmes dans les deux groupes, on ne va pas forcément aboutir à un risque de biais élevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que l'heure est passée, mais en tous les cas, merci Hilary. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaitez soit mettre dans le chat? Si j'ai une étude pair protocole, j'ai la notion que s'il y a des analyses ad hoc, alors je ne suis pas sûre de comprendre la question, Isabella. Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par des analyses ad hoc. En fait, Même j'avais une notion que si j'ai une étude par protocole et après, dans les résultats, il mettait que les analyses, les résultats étaient modifiés ad hoc. Enfin, j'avais vraiment cette notion ad hoc, hein. Enfin, peut-être je me trompe. Alors, il y avait moins de risques de biais. Ça, c'était un biostatisticien qui nous avait fait la petite formation et nous avait dit que si finalement, c'était quand même les résultats étaient modifiés ad hoc pour les protocoles, alors finalement, ça passait. Mais non, moi, je ne serais pas comme ça. Je partirais pas du… Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire ad hoc. Qu'est-ce qui met derrière le mot ad hoc? Donc, moi, je serais vraiment, voilà, il y a combien de patients qui ont été randomisés, combien de patients qui ont été analysés, quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été mis dans l'analyse, est-ce que c'est équilibré pour tous pour les deux bras, est-ce que c'était… donc, d'être beaucoup plus critique et de ne pas partir d'un principe, allez hop, il y a marqué ad hoc et je considère que c'est bon. Donc, il faut être très critique sur la manière dont ça a été analysé en intention de traiter. Que penser d'une étude qui dit pseudo-random number générateur? Je dirais que pour moi, ça fait un petit drapeau rouge, quoi. Oui, je suis d'accord. La différence entre les caractéristiques des patients est-elle toujours d'actualité? De nombreux papiers ne présentaient plus la p-value. Alors, les histoires des caractéristiques des patients au début de l'étude, en général, on a un tableau 1 qui va décrire les caractéristiques des patients. Les recommandations, il y a toujours des disputes entre méthodologistes, mais les recommandations, c'est de ne pas faire de tests. D'accord? Parce que si on fait beaucoup de tests, la probabilité qu'on en ait un qui est statistiquement significative, elle est élevée. Et puis, si nos patients, si c'est un petit essai avec une taille d'échantillon qui est faible, même des grosses différences ne seront pas détectées par vos tests. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous allez regarder votre tableau 1 et c'est vraiment, est-ce que de manière systématique, on a des groupes qui ne sont pas les mêmes? Déjà, on va regarder le nombre de patients dans chaque bras. Est-ce que c'est possible d'avoir une différence entre le nombre de patients dans chaque bras? Et ensuite, on va regarder les caractéristiques des patients, mais ça va dépendre beaucoup de la taille de l'échantillon. Parce que par chance, si vous avez randomisé très peu de patients, par chance, ils peuvent ne pas être similaires. Ça ne veut pas dire que la randomisation s'est mal passée. Donc, ça va être un jugement qui va tenir compte des informations que vous avez eues sur la randomisation, des informations que vous avez sur la taille de l'échantillon, le nombre de patients par bras et les caractéristiques des patients. Et c'est vraiment, voilà, de manière systématique dans un bras pour tous les critères, c'est plus grave que votre randomisation, elle n'a pas l'air d'avoir été très bien faite. Là, ça peut vous pousser à dire que c'est high risk of bias. Alors, des questions sur… donc, il existe effectivement un outil pour les études non randomisées qui s'appelle Robbins Eye, qui est construit exactement sur le même principe que la ROB2, exactement sur le même principe, et qui a… Alors, pour l'instant, il n'y a pas de formation sur cet outil, c'est quand même un outil compliqué. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de formation prévue. Alors, peut-être une question pour toi. 2.3, deviations that arose because of the trial context. Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, bien sûr. Je vais les regarder. Donc, voilà. Hop. Ici.
Question 2,3. Were the deviations from the intended intervention that arose because of the experimental context? Donc, souvent, c'est le cas. Et je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, on a quelqu'un qui, bien sûr, si on répond de ces questions, les participants n'étaient pas aveugles ou les personnes qui donnaient des traitements. Donc, si on a une personne, un participant qui était randomisé, on va dire, dans le groupe contrôle, mais pendant le processus de le consentement, il a reçu beaucoup d'informations sur le traitement A qui est dans notre bras et il préférait avoir ce traitement. Donc, il est un peu déçu d'être dans le groupe contrôle. Donc, il veut peut-être aller chercher d'autres traitements ailleurs ou prendre plus de traitements parce qu'il est un peu déçu de ne pas avoir ce qu'il pense est le meilleur traitement, par exemple. Donc, lorsqu'on fait une étude, des fois, les participants ils reçoivent plus d'informations que si c'était la vraie vie. Donc, il peut y avoir des déviations qui sont liées à ce processus et le fait qu'ils ne sont pas aveugles. Est-ce que ça répond à la question? Là, vraiment, l'idée, je dirais que c'est, enfin, la manière dont vous devez comprendre et conceptualiser cet item, Oui. c'est vraiment, est-ce que c'est parce qu'il était dans le contexte de l'étude qu'il y a eu cette déviation? Par exemple, si c'est le traitement qui ne marche pas, ben voilà, peut-être que c'est parce que le traitement ne marche pas qu'il a pris ses co-interventions. Mais est-ce que c'est le contexte de l'étude qui fait qu'il y a eu cette déviation? Je suis désolée, on va devoir arrêter là parce que l'heure est bien passée. En tous les cas, je vous remercie à tous d'être présents et d'avoir vraiment participé activement à cette session. Donc, on aura une deuxième session bientôt qui sera dédiée aux autres domaines du risque de biais. Donc, j'espère que vous pourrez tous y participer, qui sera sous un format identique. Et puis ensuite, je pense qu'on vous demandera un peu vos retours sur ces formations et avoir vos avis sur ces formations. Sachez aussi qu'on a un DU où du coup, on aborde toutes ces problématiques, mais de manière beaucoup plus approfondie. Ce sont des cours qui sont en ligne, qui sont des cours sur les revues systématiques et méta-analyses en santé, qui ont lieu à l'Université Paris-Descartes et dont vous pouvez contacter. Vous avez le lien ici, peut-être qu'on vous le mettra aussi dans le chat. Oui, Et puis le mail de Léa Sicard si vous voulez des informations supplémentaires. Voilà, je pense que, je ne sais pas, Hilary, s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Non, je pense que c'est tout pour moi aussi. Merci beaucoup pour les super questions et les participations. Merci. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, bonne Au soirée. revoir. Au revoir.